Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection IREA. Collection dirigée par David Gakunzi. Fournir des clés permettant de mieux comprendre l'Afrique, son histoire, ses réalités et mutations actuelles, ainsi que sa géopolitique, voilà l'ambition de cette collection de l'IREA, Institut de recherche et d'études africaines. La collection, qui réunit aussi bien des essais, des monographies que des textes littéraires issus des travaux et des débats animés par l'Institut, a pour vocation de faire connaître au grand public les travaux d'auteurs confirmés mais également ceux de jeunes talents encore méconnus. Les ouvrages de la collection sont rédigés dans une langue conviviale, vivante et accessible. Dernière parution. Brian Touré de la Franc-Afrique à la Chine-Afrique, 2012. Théophile Obenga, l'État fédéral d'Afrique noire, la seule issue, 2012. Jean-David Enda, le Nouvel Ordre ivoirien, 2012. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Souveraineté bafouée, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie de l'ONU en Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, Ce que France veut, Afrique veut, le cas de la Côte d'Ivoire, 2011. Calixte Baniafuna, La démocratie coloniale de la France, 2011. Roger Guebalou, Côte d'Ivoire, Le crépuscule d'une démocratie orpheline, 2011. David Gakunzi, Libye, Permis de tuer, 2011. Avertissement. Ce livre, constitué essentiellement de reportages, est constitué de deux parties. La première, Fantôme d'Ivoire, a été écrite en 2002 et 2003 et publiée en octobre 2003. Ce livre, épuisé dans sa première édition, est réédité dans une version identique, allégée de quelques chapitres. La seconde partie couvre la période de 2004 à 2011. Préface. Ce n'est pas le combat conscient des idées qui s'étalent devant nous, cela ne se passe jamais ainsi dans la réalité. Ce que nous voyons, ce sont les conflits humains, et au plus profond, entremêlés à eux, il y a des idées en lutte. Elles sont mises en déroute ou sortent victorieuses. Ibsen Henrik, dramaturge norvégien, 1857. Quelques années d'histoire de la Côte d'Ivoire restent figées dans cet ouvrage, Fantôme d'Ivoire. C'est avec une vive émotion que nous relisons le cours de l'histoire récente et l'enchaînement d'événements douloureux pour les populations et humiliants pour le pays. Coups d'État, mutinerie, rébellion armée, violence, avidité du pouvoir, trahison, pays coupé en deux, domination étrangère, les 2 dernières décennies ont vu la Côte d'Ivoire s'enfermer dans une prison dont les clés sont jalousement gardées par des fantômes. Fantômes qui ne sont autres que les élites et les dirigeants qui se sont succédés dans le pays. La souffrance trouve en effet sa source dans la politique des hommes, avec le seul pouvoir comme finalité. Ces quelques pages montrent cruellement que les enseignements de l'histoire n'ont pas été tirés, et que les mêmes erreurs se répètent inlassablement. On avance sans traiter les problèmes de fond, que l'on préfère fuir en les voilant à tout prix dans une bataille acharnée de la communication et de l'artifice. La suite de l'histoire nous la connaissons. 8 ans de rébellion ponctués d'une multitude d'accords aussi coûteux que stériles, des élections présidentielles organisées dans un pays coupé en deux, non réunifié, mal administré et une rébellion armée au nord vivant grassement de trafic louche, de pillages et de taxes créées sur son fief hors la loi, hors État. L'épisode paroxystique de violence ayant suivi le scrutin de novembre 2010, émaillé de milliers de morts, de milliers de blessés, de vols, de viols, de violences morales, d'un blocage économique asphyxiant ayant fait exploser le chômage, des bombardements de l'armée française et des troupes onusiennes appuyées par celles de l'ECOMOG, et il y a un mois, des élections législatives que l'on pourrait qualifier pudiquement de tropicales pour ne pas entrer dans le détail de la mascarade. L'irresponsabilité des hommes de pouvoir conduit aujourd'hui le pays à une situation compliquée où l'insécurité est au premier plan, puisque les autorités semblent faire comme si elles ne maîtrisaient absolument pas leurs nouveaux militaires. Anciens guerriers rebelles dont la plupart sans formation ont du mal à comprendre que leur mission est de protéger les populations, non de les violenter, ni de punir celles qui ne soutiennent pas leurs mentors. Mais leur a-t-on déjà expliqué ou assigné d'autres missions que celles qu'ils exécutent depuis 2002 ? Les Ivoiriens vivent dans la peur et sont profondément divisés par une justice aux ordres des vainqueurs qui récompense une partie des criminels anciens rebelles proches d'Alassane Ouattara, le nouveau président de la République,
alors qu'elle punit et humilie ses opposants et que Laurent Gbagbo est le seul à devoir répondre de ses actes devant la Cour pénale internationale. À travers les lignes qui suivent, Philippe Duval nous rappelle pourtant que le crime n'est pas l'apanage du seul clan Gbagbo. Cette nouvelle fuite en avant, ce refus d'aborder les vrais problèmes ne pourront conduire qu'à l'impasse, une nouvelle fois, comme nous l'avons constaté ces dernières années. Nous redécouvrons avec plus d'acuité l'ampleur des complicités inavouables. La Côte d'Ivoire se meurt de l'irresponsabilité de ses dirigeants successifs. La Côte d'Ivoire se meurt de l'excès de pouvoir de ses chefs d'État successifs, et de la haine qu'ils se vouent les uns envers les autres avec le soutien implicite ou pas de leurs supporters respectifs. Partout, dans toutes les chapelles politiques, la logique semble la même, sans nous, le déluge pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, alors même qu'Alassane Ouattara est arrivé au pouvoir soutenu par une communauté internationale s'affirmant soucieuse du respect de la démocratie, son pouvoir dérive dangereusement vers une tyrannie. L'Assemblée nationale déjà affaiblie ces dernières années s'est retrouvée dissoute sur un simple coup de fil présidentiel dès son arrivée au pouvoir, et le pays est depuis gouverné par décrets et ordonnances illégales. Le Conseil constitutionnel a été renouvelé en toute illégalité sur décision présidentielle. De nombreux amis du pouvoir promus fonctionnaires et agents de l'État sont déversés dans l'administration en violation de toute législation, dans la continuité des agissements des régimes précédents, donnant ainsi aux Ivoiriens un sentiment de déjà-vu rétrograde et démotivant. La carte électorale a été révisée de manière discrétionnaire en violation complète des dispositions des principes de bonne gouvernance édictés et acceptés ailleurs par les pays membres de la soi-disant communauté internationale. Le viol régulier de la Constitution ivoirienne s'impose désormais comme norme démocratique. Nous dépassons toutes les bornes jamais connues et la communauté internationale, par une communication habile et intéressée, soutient la dictature en préférant promouvoir comme une avancée majeure les nids de poules comblés dans les rues d'Abidjan, comme si c'était cela le cœur du problème. Un peu de vernis sur une planche de bois pourri ne lui a jamais redonné sa robustesse. Tout ce gâchis pour en arriver là? En effet, après toutes ces années de souffrance durant lesquelles la pauvreté n'a cessé de croître, la Côte d'Ivoire n'a pas résolu ses problèmes structurels puisqu'elle n'a pas osé les aborder. Aucun enseignement n'a été tiré des erreurs successives, bien au contraire, comme l'atteste ce livre. D'évidence, compte tenu de l'irresponsabilité dont font preuve les dirigeants dans le pays, il est urgent d'accroître les libertés individuelles pour que les populations puissent construire, entreprendre, devenir des propriétaires productifs. Aujourd'hui, l'État a tout en main et les populations vivent séquestrées dans l'attente d'une redistribution qui non seulement ne vient pas mais risque de ne jamais sortir du cadre de la politique clientéliste instaurée depuis les indépendances en vue de garder le pouvoir, protéger son ethnie et ses proches. Le manque de liberté est le cancer du continent, mais en Côte d'Ivoire, ses effets sont encore plus criants. Il est impératif de se battre pour la mise en place d'un cadre institutionnel qui soit favorable à l'initiative privée individuelle, et qui mette fin aux excès de la gestion patrimoniale du pouvoir. Cela, associé à de bonnes incitations, permettrait de voir les investissements progresser. Les Ivoiriens sont créatifs, imaginatifs, débrouillards, vaillants. Il faut donc leur donner l'opportunité de vivre de tous ces talents et d'avancer enfin sur la voie du progrès, de la liberté et de l'indépendance, au-delà des fausses illusions. Il est urgent de mettre en place des outils de contrôle du pouvoir, et de limiter ce pouvoir absolu de manière drastique. En ce sens, un régime parlementaire est une voie incontournable, car il encadre les dirigeants, permet de vérifier la bonne utilisation des finances publiques et lutte plus efficacement contre la corruption et le tribalisme. Les pays d'Afrique ayant choisi ce régime sont moins corrompus, plus libres, plus riches, plus en paix, cela n'est un secret pour personne. Alors arrêtons de dire que ce régime constitutionnel n'est pas adapté à un pays en sortie de crise. Il est non seulement tout indiqué, mais notons que la Côte d'Ivoire avait un régime parlementaire en 1959, et que Houphouët-Boigny en était alors le Premier ministre. Le modèle n'est donc pas aussi irréaliste que ce que l'on veut nous laisser croire. Il est cependant difficile pour les dirigeants de s'orienter vers ce genre de choix, car le pouvoir, selon les pratiques actuelles, grise par l'enrichissement personnel des acteurs politiques. Mettre un grain de sable dans ce système bien huilé ne tente pas trop les animateurs de la classe politique,
et tous les arguments sont bons pour fuir en avant quelques années encore, le temps de gonfler le magot personnel et de laisser le terrain miné à ceux qui suivront. Après nous le déluge. Ou comme ils aiment à le dire, à chacun son tour. Hier, c'était vous et votre groupe ethnique, aujourd'hui, c'est à nous et notre groupe ethnique de gérer et partager le gâteau que représente l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà de l'irresponsabilité de la classe politique ivoirienne, Philippe Duval ouvre une réflexion que nous ne pouvons occulter. Il nous plonge en effet en pleine guerre de la France contre la Côte d'Ivoire, et nous présente des jeux de rôle et des acteurs que l'on voit tour à tour se battre pour pouvoir entrer dans les bonnes grâces de l'Élysée. Ceci rappelle que lorsque l'on critique la France-Afrique, il y a certes le côté français de l'Union, mais il y a aussi et surtout la branche africaine. Notons que tous les candidats à l'entrée de la France-Afrique ne sont pas systématiquement acceptés. La crise ivoirienne nous montre sans surprise que certains chefs d'État, même en exercice, avec toutes leurs offrandes aux dieux élyséens, peuvent en être refoulés s'ils ne se fondent pas totalement dans le moule, ou si un autre profil dans leur pays semble plus soumis et plus intéressant pour perpétuer la domination. Bien qu'il ait été de l'intérêt de la France de faire la guerre à la Côte d'Ivoire, elle n'en a pas été l'initiatrice. Disons qu'elle a simplement trouvé dans la défaillance de l'État ivoirien et l'appel désespéré d'une partie de la classe politique ivoirienne, un terrain de jeu facile pour protéger et perpétuer ses intérêts dans un pays phare de la sous-région où elle a perdu de l'influence depuis le décès de Félix Houphouët-Boigny. D'évidence, si la Côte d'Ivoire avait été gouvernée en état de droit par des gens responsables, jamais les autorités françaises n'auraient pu venir faire une guerre, bombarder une ville, proclamer les résultats d'une élection avant même le Conseil constitutionnel du pays. Fantôme d'Ivoire ? Même si l'ivoire est de couleur blanche, les fantômes sont de toutes les couleurs. Fantôme d'Ivoire, pouvoir d'hier comme pouvoir d'aujourd'hui. Mais le peuple serait-il devenu fantôme, à l'image de ses dirigeants ? Dans un tel contexte, seul un éveil de la société civile pourra dénouer le nœud gordien. Pour entrer dans le combat de la liberté, les populations doivent en effet prendre conscience de son impérative nécessité. Cet éveil est indispensable pour ne pas sombrer dans le désespoir. Fantôme d'Ivoire, en relatant une tranche d'histoire sans faux fuyant, participe à cette prise de conscience. Le décor y est en effet posé crûment. Philippe Duval, courageusement, met en scène sans tabou tous les acteurs nationaux, régionaux, français et internationaux sans masque. On y découvre plusieurs années après la publication de la première édition, de nombreux propos prémonitoires de certains acteurs, plusieurs questions qui restent encore sans réponse, des enquêtes classées sans suite ou secret défense et de nombreux coupables impunis. Les intérêts se mêlent, s'enlisent dans la cupidité du pouvoir, les mensonges d'État ici et en France, les alibis construits, le cynisme, le manque de vision, la soumission, la pauvreté, la souffrance, la domination, les roublardises et les naïvetés coupables, les clivages ethniques dangereusement instrumentalisés, les coups bas, la mort, la violence, la haine, la faiblesse sœur de l'orgueil. S'il s'agissait d'un thriller, nous pourrions sourire de la médiocrité caricaturale des personnages mis en scène, mais lorsqu'on sait qu'il s'agit d'une page d'histoire de la Côte d'Ivoire, la réaction naturelle est de vouloir changer de voie. Changer à tout prix. Changer au plus vite. Briser les chaînes des Ivoiriens et engager un nouveau départ sur la route de la liberté et de l'indépendance vraie, avec la fin du pacte colonial et de ses principaux avatars, tels que le franc CFA. Cette renaissance a besoin de soutien et de remobilisation de toutes les bonnes volontés qui aspirent à un monde plus juste, plus libre et dans lequel aucun peuple ne se voit imposer, contre sa volonté, son destin. Mamadou Koulibaly, président de Leader et d'Audace Institut Afrique. Le 4 janvier 2012. Première partie, Fantôme d'Ivoire 2002 à 2003. Les Corbeaux. Dans le gigantesque hôtel Ivoire, dont la silhouette démesurée s'abîme dans les eaux troubles de la lagune ébriée à Abidjan, des mercenaires désœuvrèrent en attendant une solde hypothétique. À Bouaké, en zone rebelle, les militaires français se demandent comment ils vont pouvoir désarmer des gosses de 15 ans armés de kalachnikov. Dans l'Ouest, un enfant soldat, assoiffé de sang et d'argent, avoue avoir tout oublié, jusqu'au prénom de sa mère. L'armée ivoirienne, qui se plaint d'affronter une rébellion sans visage, est très fière d'avoir abattu une féticheuse. Des chasseurs d'oiseaux, privés de leur territoire traditionnel,
enrage de ne pas avoir bu le sang de Gbagbo, le président élu en octobre 2000. Depuis le 19 septembre 2002, fantômes, masques, revenants, zombies ont fait irruption sur la scène ivoirienne. Et le pays francophone le plus riche de l'Afrique de l'Ouest est la proie d'un carnaval sanglant qui évoque le spectre du Rwanda. Et aussi de l'Algérie pour les milliers de pieds noirs français nés sur cette terre qu'ils refusent d'abandonner. Dans les coulisses, qui tire les ficelles ? Pourquoi cette chasse gardée de la France en Afrique est-elle livrée aux bandes armées qui sèment la mort sur le continent africain depuis la fin de la guerre froide ? Derrière des faux-semblants trop souvent présentés comme des vérités révélées, quelle pièce tragique se joue ? La Côte d'Ivoire, ce pays béni des dieux avec son gaz, son cacao, son café, son or, son pétrole, va-t-il sombrer dans la fosse aux démons africains ? Va-t-il être emporté par des torrents de discours politiques ineptes ? Ou écouter la voix des femmes ivoiriennes qui, à force de porter de lourds fardeaux sur le crâne, ont-elles du plomb dans la tête ? L'enjeu, en finir avec les chiens de guerre, avec l'Afrique de papa, sans rompre les liens avec l'ancienne puissance coloniale, pour donner enfin un espoir à un pays, mais aussi à un continent, ravagé par la guerre et le sida. Croaa, Croaa, bégayent les corbeaux alors que la nuit blanchit sur la tour de l'Ivoire. Comme les militaires, ils ont droit de sortir avant 6 heures et la levée du couvre-feu. Mi-corbeau, mi-pie, sont-ils éboueurs, sont-ils voleurs ? À moitié blancs, à moitié noirs, sont-ils colombes, sont-ils rapaces ? Sont-ils douleurs, sont-ils bonheur ? Ils chantent le lever du jour, mais leurs cris de fête ne sont que ricanements et grincements de bec. Et ils tournent autour du palace. En rond, revenant sans cesse se percher dans le même palmier. Sans oser s'envoler loin de ce jardin d'Éden où, malgré la guerre, les pelouses continuent d'être tondues. Ils s'accrochent à un monde irréel et démesuré, héritage de Félix Houphouët-Boigny, le père de l'indépendance ivoirienne, l'homme qui voulait rapprocher son pays du ciel. La basilique de Yamoussoukro, copie agrandie de Saint-Pierre de Rome, érigée en pleine brousse africaine pour un pays à majorité animiste, qui ne compte que 2 catholiques pour 10 habitants. L'Hôtel Ivoire, construit en 1963, 700 chambres, une tour de 24 étages et une patinoire, la seule au sud du Sahara, rêve insensé de mariage entre chaleur et glace. Est définitivement perdu par l'incompétence d'un directeur technique qui a anéanti le système de réfrigération. Depuis, on ne glisse plus à l'ivoire. Mais on tapine toujours. Fidèles au poste, des Ivoiriennes mais aussi des Ghanéennes guettent le client esselé. Houphouët, qui pensait à tout, les avait autorisés à s'installer en masse en Côte d'Ivoire. Pour réconforter le moral des immigrés burkinabés accent aigu S, et surtout éviter que ces travailleurs solitaires ne viennent perturber la paix des ménages ivoiriens. Les plus aguichantes de ces tapineuses ont pris racine aux abords de l'hôtel et se sont incrustées au casino, ouvert en période de guerre de 13h à 18h. Une salle de jeu proscrite aux Noirs ivoiriens avait décrété Houphouët. L'interdit n'a pas été levé. Et ici dans ce temple sans fenêtre en forme de rotonde, la roue de la chance ne tourne que pour les étrangers autour de tables de roulette et de vidéopoker asthmatiques. Rien ne va plus, dit le croupier. Tout est foutu, le pays est gâté, renchérit le serveur du toit d'Abidjan, le restaurant gastronomique perché au 24e étage est fermé le 19 septembre. Ce jour-là, il a reçu la visite des assaillants, le nom générique employé par la télévision ivoirienne pour désigner l'ennemi. Ils ont emprunté un ascenseur de service et un escalier caché pour grimper tout là-haut sur le toit et brouiller de mystérieuses antennes. Et ils sont repartis en emportant téléphones portables ou véhicules de clients qui se trouvaient sur leur passage. Le serveur s'en souvient en contemplant par les baies vitrées les eaux de la lagune, qui découpent la terre en forme géométrique et serpentent jusqu'à la mer. Au fond, entre brume de chaleur et pollution, on distingue la masse sombre d'un pétrolier. Ce n'est pas encore la paix, ce n'est plus tout à fait la guerre. Le pays hésite. Il avance à tâtons vers des lendemains qui font toujours peur. En face, comme des phares géants posés sur une île, les tours du plateau, le quartier des affaires, émergent indemnes de 6 mois de crise. Mais ce n'est qu'apparence. Leur béton sans cicatrice cache de profondes plaies intimes. Ainsi, la BAD, Banque africaine de développement, a quitté son gratte-ciel pour émigrer à Tunis. Et si la guerre continue, ces fleurons du Manhattan de l'Afrique, voulus par Houphouët, se videront de toute vie. La menace laisse de marbre les ébriers,
premiers habitants de la lagune qui continuent de s'agglutiner sous des abris de tôle au plus près de l'eau. Ils sont partout, au pied de l'hôtel Ivoire comme dans tous les quartiers de la ville, pour signifier qu'ils sont seuls propriétaires de ce liquide saumâtre, habité en permanence par des génies, et certains jours d'émeute par des cadavres martyrisés. Le pays ne remontera jamais à la surface, se lamente le garçon du toit d'Abidjan. Mais a-t-il vraiment coulé? Une fumée grise s'accroche sur Treichville. Les ponts Houphouët-Boigny et de Gaulle déversent un flot incessant de voitures. Une sourde rumeur monte entre terre et eau. De Blocos à Cocody, de Marcory à Port-Bouët qu'on devine au loin, elle raconte l'histoire d'un peuple joyeux et insouciant qui se force encore à rire de tout, en priorité de ses malheurs. À chanter à tue-tête contre la guerre, comme si la musique pouvait arrêter les balles. À oublier les privations du jour en dansant au bord de l'abîme. À marcher à travers la ville pour un oui, et beaucoup plus souvent pour un non. À croire davantage à la force des mots qu'à celle des armes. À ne jamais rien prévoir puisqu'il fait toujours chaud. À se tourner vers le ciel comme si tout tombait de là. À prêcher la paix pour ne pas avoir à faire la guerre. À répéter nous sommes fatigués, mais en refusant de se coucher. À rechercher les illusions perdues au bureau des objets trouvés. À croire en tout, à croire en rien. À prendre la vie comme elle vient. Il est temps d'installer les bougeoirs sur les tables. Ce soir, le toit d'Abidjan rouvre exceptionnellement pour une soirée privée. Dîner aux chandelles, menu gastronomique, mais pas trop, couvre-feu à 22h oblige. Ce soir on fera comme si, comme avant. Mais le serveur n'y croit pas. Il préfère cultiver la nostalgie des temps glorieux. Michael Jackson en concert à la patinoire, Mohamed Ali, déjà malade et encore idole, suivi dans ses moindres déplacements par des nuées d'admirateurs. Et passant la nuit dans une suite de l'ivoire. Et cassant, paraît-il, un lit, mais même les lits sont ici fatigués. Seul, le marbre des salles de banquet paraît en pleine forme. Il a tout oublié de ces couples qui tournoyaient jusqu'au bout de la nuit, au son des orchestres les plus réputés d'Afrique. La moquette, elle, est au bout du rouleau dans le couloir interminable qui relie la tour au hall d'accueil. Là, le temps s'est arrêté dans un décor des années Houphouët. On entend Césaria Evora. Saoudade. Ce n'est pas elle mais c'est tout comme la même voix, la même silhouette. Ce soir, la chanteuse a revêtu une longue robe rouge. Ses pieds sont-ils nus? Au mur, quelques reproductions de tableaux célèbrent le Montmartre des années folles. On lit dans un coin « Café de la paix ». Calme, luxe et volupté. Autour des tables, on négocie les derniers contrats d'armes. Des hommes d'affaires asiatiques ou arabes murmurent en dollars des projets de reconstruction. Des hommes en treillis déambulent, Ivoiriens et derniers venus, Ghanéens et Sénégalais de la force interafricaine. Seuls les Français ne sont pas dans le rythme, ils passent en courant d'air. C'est la démarche Villepin, grandes enjambées et mouvements perpétuels. Le ministre français des Affaires étrangères a dormi là début janvier. On dit même qu'il a croisé un mercenaire dans l'ascenseur. 3 heures plus tôt, Laurent Gbagbo l'avait assuré qu'ils avaient tous quitté le pays. L'ascenseur a été poli, il n'est pas tombé en panne. Le cinéma attend ses clients. 350 places avec balcon, bande-annonce et lumière, on dirait une salle de quartier un samedi soir des années 60. On ne joue pas Ben-Hur, mais le suppléant. Et il n'y a personne. Le projectionniste est pourtant prêt à tout, même à diffuser un autre film, Le Secret. Il suffit de demander. Dehors, la chaleur est oppressante. Baignade interdite, proclame un panneau au bord du lac qui court sur des centaines de mètres au pied du palace. Ça tombe bien, il est vide. La faute à une fuite d'eau. Promis, on va en profiter pour refaire la peinture bleue qui s'écaille sur les parois. La façade du bowling continue d'afficher ses quilles multicolores. Il est fermé depuis le 19 septembre mais la porte est restée ouverte. 10 pistes, des dizaines de machines à sous, quelques flippers, des murs aveugles et un silence de mort. Shoot again, disent les kalachnikovs des gamins du Grand Ouest. Le regard s'arrête sur une photo jaunie. 4 gosses hilars se tiennent la main en glissant sur la patinoire. 2 noirs, un métis et un blanc. Un blanc petit. Et non pas un petit blanc, comme on l'entend de plus en plus dans les rues d'Abidjan. C'est vrai que les Français rétrécissent à vue d'œil. Un peu plus de 10 000 après le grand exode de fin janvier. Contre 50 000 au temps de la splendeur haineux accent aigu colonial.
Le bon temps du règne d'Houphouët, avec ses florissantes recettes du cacao, son indice de croissance à 2 chiffres, ses autoroutes, ses grands travaux, sa folie des grandeurs, son rêve d'une Afrique moderne et goudronnée, ses myriades de cadres et de coopérants français. L'heureux temps de l'argent qui coulait à flot, des fortunes vite construites sur des valises. Et les heures noires de la crise économique. Et les premières potions amères du Fonds monétaire international, au seuil des années 90. Et ces multinationales qui prospéraient. Et tous ces étrangers de l'Ouest africain, attirés par l'Eldorado, qui commençaient à crier famine sans pouvoir rentrer au pays. Et tous ces Ivoiriens laissés sur le bord de la route. Et tous ces ministres qui continuaient à s'enrichir. Et la corruption qui galopait de plus belle. Et ces 4x4 remplis d'hommes en treillis qui prenaient l'habitude de sortir la nuit. Et les fantômes de l'ivoirité qui susurraient « l'ivoire aux Ivoiriens ». Et ces militaires qui n'avaient jamais fait la guerre. Et ces corps habillés qui engraissaient. Et l'argent qui pourrissait tout. Et ces armes qui commençaient à circuler. Et l'ombre qui grandissait. Croaa, croaa, faisaient les corbeaux. Aujourd'hui, la vitrine de la France en Afrique a volé en éclats. La devanture est vide mais les arrière-salles sont encore pleines de trésors. De quoi attirer de nouveaux pillards. Les vautours planent au-dessus de l'éléphant ivoirien. Pauvre pachyderme sans défense. Le grand chasseur blanc a délaissé son casque pour avancer masqué. Un monde est en train de mourir, un autre va naître. À Grand-Bassam, où l'océan est toujours en furie, les maisons coloniales achèvent de se délabrer, dernier fantasme de temps révolu. La route qui mène à Yamoussoukro se creuse de nids de poules. Les bidonvilles s'accrochent à tous les flancs d'Abidjan, cette ville bruyante, surchauffée, survoltée, accueillante et ténébreuse. 3 et plus sûrement 4 millions d'habitants, dont des centaines de milliers de déplacés de guerre. Le quart de la population du pays. Aux zoo, planté à la lisière de la mégapole, un éléphant rêve de grands espaces. Il a lui aussi perdu une défense, et il se dit que c'est vraiment une drôle d'idée que d'enfermer dans un zoo un éléphant en Afrique. Ses frères, réduits à quelques centaines d'unités par le braconnage, survivent dans la brousse ou dans des parcs théoriquement protégés. Comme les grands arbres de la forêt ivoirienne, dont la surface s'est réduite de 16 millions d'hectares en 1963 à moins de 2 millions aujourd'hui, ils sont menacés de disparition. Tous condamnés à fuir les grands prédateurs, à jouer à cache-cache avec la mort. Un exercice désormais promu au rang de sport national en Côte d'Ivoire. Une sirène hurle dans les rues de Cocody. Croaa, croaa, font les corbeaux qui tournoient autour de l'ivoire. Les visages de la rébellion. En voilà de beaux rebelles. De vrais Robins des Bois, épris de justice, de démocratie, de liberté, révoltés contre le régime dictatorial et génocidaire de Gbagbo, pourfendeur de l'ivoirité. Ils ont le physique de l'emploi, avec leur gueule de combattant, leur allure de guépard. Tout le monde tombe sous le charme. L'armée française qui a formé la plupart d'entre eux et a de tout temps eu un faible pour ces soldats racés venus du Nord et du Sahel. Les journalistes de la presse internationale, amusés et même envoûtés par leur gris-gris et leur bric-à-brac mystique qui les empêchent de se laver. Mais ce sont de bons sauvages et on leur pardonne tout, même la forte odeur de bouc dégagée par certains d'entre eux. Il est du dernier chic dans les rédactions parisiennes de posséder le numéro du téléphone satellite de ces soldats révoltés qui savent entretenir le mystère. Sur leur véritable identité qu'ils cachent sous des noms d'emprunt, sur leur chef d'orchestre clandestin, sur les complicités dont ils bénéficient aussi bien à l'extérieur du pays que dans l'armée ivoirienne. S'ils ne gagnent pas la guerre, ils remportent très vite une bataille, celle de la communication, face au gouvernement légal d'Abidjan, empêtré dans des explications cacophoniques. Au point que très vite, on se demandera si ce n'est pas Gbagbo qui a tenté un coup d'État contre une rébellion parfaitement légitime. Ils en sont d'ailleurs tellement persuadés qu'un de leurs chefs à Bouaké affirmera très sérieusement que le président ivoirien a pris les armes contre lui. Mais qui sont ces nouveaux chantres de la démocratie, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité? En Côte d'Ivoire, on les connaît. Depuis 1999 pour la plupart, et même depuis 1995. Ils ont été de tous les coups d'État, de tous les coups de main qui depuis des années minent le champ politique ivoirien, des vrais, des faux, on en compte une petite dizaine,
Le plus célèbre et le seul réussi étant celui du 24 décembre 1999, une mutinerie de soldats mal payés qui a abouti à la chute de Henri Konan Bédier et à l'arrivée au pouvoir du général Gouey. 6 mois plus tard, le Père Noël en treillis, qui commence à trouver plutôt encombrant l'escadron de caporaux et de sergents qui l'ont installé à la présidence, dénonce un premier complot. À la fin de l'été 2000, sa résidence, où veille un cheval blanc, est attaquée. Gouey affirme avoir échappé à ces mystérieux agresseurs en se rendant invisible. Bilan: un seul mort, le cheval, et une quinzaine d'arrestations de militaires qui prennent la direction de la Mama, maison d'arrêt militaire d'Abidjan où ils ne vont pas mourir mais subir le fer et la question. Gbagbo élu en octobre 2000, les mœurs locales ne changent pas. Des assaillants, embarqués dans des 4x4 dont le cortège est ouvert par une Mercedes noire, s'en prennent au siège de la télévision et de la radio nationale et à un camp de gendarmerie. 15 morts et nouvel échec. Fin juin 2002, le contrôleur général de la police est accusé de travailler au projet de déstabilisation du pays avec l'aide de soldats venus d'un pays voisin. Officiellement, il s'agit d'une tentative de putsch manquée. Première constante dans cette succession de crises de nerfs. Alassane Ouattara est soupçonné, d'abord par Gouey puis par Gbagbo, d'activer en coulisses les factieux. Soit parce que certains putschistes sont étiquetés comme faisant partie de ses proches, soit parce qu'étant écarté de la course au pouvoir en raison de sa nationalité douteuse, il présente le profil idéal du coupable. Dans des confessions posthumes, Boka Yapi, le patron des Brigades Rouges, le blanchira de l'accusation d'avoir participé au coup d'État de décembre 1999. S'il n'était pas dans ce coup-là, a-t-il vraiment trempé dans les autres? Deuxième constante, qu'ils tuent le cheval blanc ou qu'ils empruntent une Mercedes noire, les comploteurs ont un point commun. Ils gravitent autour des Brigades Rouges, de Cosa Nostra ou de la Camorra, 3 factions concurrentes et parfois complémentaires qui ont pour obsession la conquête du pouvoir par les armes. À partir du 19 septembre 2002, on les verra occuper le devant de la scène. Mais preuve que le scénario n'était pas bouclé, la distribution des rôles se fera de façon plutôt chaotique. Premier à apparaître au grand jour le 26 septembre 2002, une semaine après le coup d'État manqué, un ex-caporal de l'armée, à la barbe abondante qui lui donne une tête de révolutionnaire tiers-mondiste, se présente sous le nom de Tuo Fosier. Il s'est attribué le grade de sergent et se définit comme coordinateur d'Ambouaké. Il raconte qu'il a pris le chemin de l'exil après avoir été condamné par contumace, en avril 2001, à 20 ans de prison par un tribunal militaire. Il n'y a aucune justice et aucune vérité ici, dit-il pour justifier de son coup de force avant de demander à tous nos frères soldats de se lever et de nous rejoindre. C'est tout, car Tuo Fosier parle peu. Ce jour-là, il ne livrera pas sa véritable identité. Sédou Koné, ex-caporal de l'armée, Sénoufo originaire du nord de la Côte d'Ivoire. Il ne se vantera pas d'avoir participé au coup d'État de décembre 1999. Ni d'avoir conquis dans sa jeunesse les titres nationaux du 100 mètres et du 200 mètres du championnat militaire. Le sergent au béret rouge, parce qu'il s'accorde mieux à la couleur de son t-shirt, aime la discrétion. Et il n'est jamais pris en défaut sur ce terrain-là. Sauf quand, nouveau ministre de la Jeunesse, ses gris-gris font sonner le portail de sécurité de la salle du Conseil. Avec son visage rond, il est considéré comme le modéré de la rébellion, faisant savoir très vite que la guerre qui s'éternise n'arrange plus ses frères du Nord car elle les fait trop souffrir. Baptisé Monsieur Seul Issu depuis qu'il a accompagné le substantif « issu » d'un déterminant masculin, il est brocardé par une partie de la presse abidjanaise qui lui taille une réputation de quasi-analphabète n'ayant pas dépassé le niveau CM2. Pourtant, ceux qui le connaissent le décrivent comme intelligent. Les rebelles, il ne faut pas les juger sur leur passé, mais sur ce que la guerre a révélé de leurs valeurs réelles, plaide un élu de Bouaké ardent partisan de la réconciliation. Dans le rôle de chef militaire intrépide, voici ensuite Chérif Ousmane, le guerrier, le guépard au regard magnétique qui circule à Bouaké dans une berline à vitres fumées avec secrétaire en jupon à l'arrière et Amazone en armes à ses côtés. L'homme a été formé à la dure école de la FIRPAC, Force d'intervention rapide parachutiste commando, de l'armée ivoirienne, une unité d'élite dissoute par Gbagbo, de crainte qu'elle ne lui tire dans le dos. À 33 ans, Ousmane est déjà ancien combattant. Il a tout connu,
Les honneurs de servir au palais présidentiel, les sensations fortes de l'action clandestine avec la vraie fausse attaque du cheval blanc et le complot manqué de la Mercedes noire. Il a tout vu, la corruption de supérieurs qui ne pensent qu'à manger, la mama et ses geôliers aux méthodes fracassantes. S'il sourit peu, c'est par pure coquetterie pour cacher ses dents matraquées à coups de crosse lors d'interrogatoires musclés. Stigmate de son passage à la mama, comme beaucoup de ses compagnons rebelles. Dans les rangs de sa compagnie, on ne badine pas avec la discipline. On rapporte nombre de cas d'exécution sommaire à Bouaké, de rebelles devenus pillards ou de pillards pas encore rebelles. Il s'illustrera au printemps 2003 sur le front ouest où les Libériens armés par les deux camps sèment la mort. Il prendra la tête de sa division Guépard pour renvoyer de l'autre côté de la frontière les mercenaires de Sam Bokari que la rébellion avait appelés à la rescousse, fin novembre. À son retour, Shérif, visiblement marqué par ce voyage au cœur de l'horreur, se confiera au journal Le Patriote. « Quand je vois les atrocités, j'ai mal au cœur. Il y a dans l'Ouest des choses qui me révoltent. » Avant de s'interroger, des vieux, des femmes, des enfants tués égorgés, des campements brûlés, ce sont des scènes que j'ai vues de mes propres yeux. Alors nous combattons pourquoi ? Et de lancer. Il ne faut pas oublier ce pourquoi nous avons pris les armes. Moi, shérif, je ne me vois pas en train de prendre les biens des gens pour devenir riche. Devenir riche, cela dépend de Dieu. L'argent mal acquis n'a jamais profité. Et touché par la grâce, il ajoutera « Dorénavant, il ne faudra plus que l'armée ivoirienne ait une coloration politique. Parce que nous sommes là pour le peuple et le bien du celui-ci. » Troisième homme fort de la rébellion, par ordre d'entrée en scène, le colonel Michel Gueux, premier officier supérieur de l'armée ivoirienne a passé à l'ennemi début octobre. Commandant en second de Bouaké le 19 septembre, il affirme avoir demandé des armes au ministre de la Défense pour résister à l'attaque des rebelles. Faute de les avoir reçues, il se serait caché avant de rejoindre le camp adverse. Yacouba Komgwei, il a été arrêté en 1995 en même temps que le général pour atteinte à la sécurité de l'État. Condamné à une peine de prison, il a été radié des Fanchi avant d'être réhabilité en 1999 par le Père Noël en treillis. Considéré par ses pairs comme un brillant et intransigeant soldat, il a pris la tête avec Chérif Ousmane, de la colonne du MPCI qui fait le ménage sur le front ouest. Il a été aussi le premier chef de la rébellion à demander pardon, devant les caméras de la télé ivoirienne, avant de devenir ministre des Sports du gouvernement de réconciliation. Il faut attendre la mi-octobre pour qu'un premier chef politique se dévoile. Il se nomme Guillaume Soro, et malgré son jeune âge, 31 ans, il s'impose vite comme le leader le plus médiatique de la rébellion. Un temps séminariste, comme Laurent Gbagbo, il a été à l'école du FPI et de son bras politique en milieu étudiant, la FESCI, dont il a été secrétaire général avant de laisser son poste à Charles Blé Goudé. Longtemps, il a ferraillé contre le régime de Konan Bédié, ce qui lui a valu plusieurs séjours à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la MACA. À l'époque, il ne manquait déjà pas d'aplomb. On lui prête cette réplique au policier qui venait l'arrêter sur ordre du ministre de la Sécurité. « Dites à votre ministre que je le recherche aussi. » En 2000, il prend officiellement ses distances avec le parti de Laurent Gbagbo pour rejoindre une liste menée par la RDR Henriette Diabaté au municipal. Surnommé le Tché pour ses positions gauchisantes, ou Dr Koumba, son nom de guerre, il se lance, dès cette année-là, dans une opération main-propre contre les amis de Henri Konan Bédié, le président déchu par Gwei. Mais fin 2000, il s'évanouit dans la nature pour ne réapparaître qu'en octobre 2002 avec une barbichette. Surnommé le Petit par Louis Dakouri Tablet, le chargé des relations extérieures du MPCI, il a tapé dans l'œil d'Omar Bongo lors du sommet de Kléber, mais il est malin le Petit, a lâché le président gabonais. Un avis de connaisseur. Tellement malin qu'il a su reprendre pied à Abidjan, s'installer dans le fauteuil de ministre de la Communication, alors que certains lui promettaient tous les feux de l'enfer. Plus FPI que Louis Dakouri Tablet, tu meurs. Pendant 2 décennies, ce BT issu d'une famille bourgeoise d'un village proche de Mama, la cité présidentielle, a longtemps appartenu au sein des saints du parti de Gbagbo. À la fin des années 80, il séjourne très souvent à Paris pour collecter les fonds et promouvoir un mouvement dont il est l'un des fondateurs.
Décrit comme un homme entêté et dur dans ses convictions, il a parfois penché au contraire de Gbagbo, pour des positions radicales afin d'en finir avec Houphouët et surtout ses héritiers. Ses proches le décrivent comme le personnage charismatique de la rébellion, et affirment qu'il gagne à être mieux connu. Lui ne fait rien pour arrondir les angles. Aujourd'hui, il refuse d'évoquer ses rapports passés avec Laurent Gbagbo alors qu'il pourrait écrire un livre sur le sujet. Pour expliquer sa rupture avec son ami de 20 ans, il se réfugie dans un discours politique aux accents crypto-marxistes. Tendance Khmer Rouge, persifle un journaliste français après avoir épluché son long discours programme de Marcoussis. Il est vrai qu'il ne fait pas dans la nuance en évoquant le régime génocidaire de Gbagbo, et en affirmant que l'ivoirité est un phénomène comparable au nazisme. Il rend responsable le président ivoirien de l'assassinat de son frère Benoît, quelques jours après son ralliement fin octobre à la rébellion. Malgré une mise au point de la famille d'Akouri Tableh, qui dénie à quiconque le droit de se servir de ce prétexte pour endeuiller davantage le peuple ivoirien. Un texte signé notamment par Paul, évêque de Grand Bassam, l'un des frères de Louis et de Benoît. Fin novembre 2002, une brochette de nouveaux acteurs ivoiriens fait une entrée surprise à l'ouest dans les bagages des mercenaires libériens et sierra-léonais de Sam Bokari qui ont envahi la région. Ce sont les rebelles du Mpaigo et du MJP. Nguessan Ndri, alias Félix Do, le chef du Mpaigo, a déserté en avril 2001 l'armée libérienne après s'être brouillé avec Gueye, dont il était l'un des fidèles. On retrouvera ensuite sa trace au Libéria, dans des camps d'entraînement de l'armée de Charles Taylor, où il a soigneusement préparé avec Sam Bokari l'attaque qui allait précipiter l'Ouest ivoirien dans le chaos. Devenu alors l'un des interlocuteurs préférés de la presse internationale, qu'il harcèle de ses vitupérations permanentes contre des attaques loyalistes supposées ou réelles, il disparaîtra le 25 avril 2003 dans des conditions mal élucidées. Il a été tué par des Sierra-Léonais qui lui ont tendu une embuscade, à une trentaine de kilomètres à l'ouest de Danane, à la frontière du Libéria, affirmera Guillaume Soro, le secrétaire général du MPCI. C'est la thèse officielle. L'autre version au moins aussi crédible, c'est que Félix Do, devenu incontrôlable, a été victime d'un règlement de compte interne à une rébellion effrayée d'avoir laissé le champ libre à des monstres qu'elle ne contrôlait plus. Une semaine plus tard, le sanguinaire Sam Bokari trouvera également la mort dans des circonstances tout aussi troublantes au Libéria, dans un guet-apens tendu par des fidèles de Charles Taylor, le président libérien, obligé de se débarrasser d'un allié beaucoup trop encombrant. Dernier acteur à entrer en piste, Roger Banqui, bombardé sur le front ouest avec une étiquette de commissaire politique avant d'être propulsé ministre des PME dans le gouvernement de réconciliation. Une ascension fulgurante pour ce métis, fils d'un petit entrepreneur italien, et surtout connu, avant le 19 septembre, pour sa fréquentation assidue des boîtes de nuit d'Abidjan. Banqui, qui vit avec une fille adoptive d'Omar Bongo et avoue n'avoir aucun souci d'argent, ce qui est rare en Côte d'Ivoire, a pris très au sérieux son nouveau rôle de chef rebelle, au point de revêtir le treillis dans des négociations de paix, ce qui lui a valu un jour, de la part du général Bess, chef de l'opération Licorne, une verte réprimande et l'ordre d'aller se rhabiller. Thuo Fauzier, Chérif Ousmane, Michel Gueux, Guillaume Soro, Louis Dakouri Tableh, Félix Do, Roger Banqui, voilà les visages de l'opposition armée à Gbagbo. Mais un jour, le chef de la rébellion sera connu, promet Ibrahim Koulibaly, dit IB en février 2003. 6 mois plus tard, le casting n'a pas été modifié. Ce sont toujours les mêmes qui occupent l'avant-scène. Personne ne s'est manifesté pour occuper le rôle de super vedette. Ni un haut gradé de l'armée ivoirienne, ni même le sergent-chef IB, qui joue les pères tranquilles du côté de Ouagadougou, sous le regard du cheval blanc qui garde sa villa. L'homme, taillé comme un basketteur américain, fut au début des années 90 le garde du corps des enfants d'Alassane Ouattara, avant de faire les 400 coups pendant l'intermède Gueye. Et de trouver ensuite refuge dans la capitale du Burkina Faso. Au lendemain du 19 septembre, il a applaudi ses frères qui avaient pris les armes contre Gbagbo. Mais il ne les a pas suivis en Côte d'Ivoire. N'empêche qu'on l'a soupçonné d'être leur chef. Ce qu'il a nié. Aujourd'hui, IB remercie tous les sympathisants qui ont soutenu la rébellion et qui ont cru en la noblesse de la lutte,
peut-on lire sur la page de garde du site internet du MPCI. Ibé a fait carrière dans l'armée ivoirienne à cause de sa carrure, de sa force et de sa détermination. Ce mec c'est Hercule en double, lance admiratif un militaire loyaliste. Un jour peut-être, après une loi d'amnistie, Ibrahim Koulibaly retrouvera sa place dans l'armée ivoirienne. Mais les autres, ces chefs de guerre qui ne sont pas devenus ministres, que deviendront-ils ? Vous me voyez face à un colonel. Quel ordre il va me donner ? L'homme qui s'interroge ainsi fait régner l'ordre à Bouaké. En cette fin de printemps 2003, cet ex-caporal de l'armée ivoirienne ne croit plus à la guerre. Et il se cherche un avenir. Il faut trouver des arrangements. Je quitte le pays pour que vous viviez tranquille. Dans sa tête, il refait le film des 9 derniers mois pour comprendre pourquoi la rébellion du Nord n'a pas gagné par les armes. Et lâche une réponse qui en dit long sur les déchirements intérieurs de certains de ces rebelles qui voulaient faire triompher leur morale par le feu. Si on avait détruit Abidjan à cause d'un seul homme, combien de temps aurait-il fallu pour reconstruire ce que Houphouët a fait ? Il a martelé à cause d'un seul homme. Comme si cet homme qui siège à la présidence était l'incarnation du mal. Les abeilles attaquent. 22 janvier 2002, 8 mois avant le coup d'État. Ils sont tous là, la bande des 4 qui se déchire la succession des apostrophes. Houphouët. Laurent Gbagbo élu président en octobre 2000. Alassane Ouattara, Premier ministre de 1990 à 1993 et exclu de la compétition présidentielle de 2000. Robert Gueye. Le général auteur du putsch de décembre 1999, au pouvoir pendant 10 mois avant d'être battu par Gbagbo, et Henri Konan Bédié, président à la mort des apostrophes. Houphouët en 1993 jusqu'à son renversement par Gueye en 1999. Tous réunis au palais des hôtes de Yamoussoukro, la capitale administrative ivoirienne, pour une grande séance de réconciliation, un happy end au forum du même nom. Les palabres entre les 4 mousquetaires de la politique ivoirienne, qui depuis 9 ans et la mort du vieux s'éternisent quand soudain, la quiétude du village natal d'Houphouët est troublée par un étrange événement. Un essaim d'abeilles en furie effectue une attaque en piqué sur le parvis du palais des hôtes, provoquant une panique générale. Et surtout des commentaires venimeux. C'est Houphouët qui n'est pas content de ses héritiers, avancent certains témoins. Selon eux, le raid des insectes aurait été commandé d'outre-tombe par le père de la nation qui repose non loin de là. En tout cas, c'est mauvais signe. En fait de mousquetaires, ce sont les 4 Dalton, ironise le marabout. Ils ont comme devise un contre tous, tous contre un. Et quand on a de tels amis, on n'a pas besoin d'ennemis, persifle le mensuel satirique africain. Laurent Koudou Gbagbo d'abord, surnommé le boulanger par Gueye parce qu'il l'aurait roulé dans la farine, autrement appelé Garincha, l'ancien ailier gauche prodige du Brésil de Pelé, en raison de ses qualités de dribbleur politique, ou encore le Christ de Mama, du nom du village du centre-ouest en pays BT où il est né voilà 58 ans. Professeur d'histoire, syndicaliste enseignant et écrivain, il est l'irréductible opposant à Houphouët. Tout jeune prof en 1971, il est enfermé pour la première fois derrière les barreaux. 18 mois de prison dans un camp militaire. En 1982, il crée dans la clandestinité l'embryon de ce qui deviendra plus tard le Front populaire ivoirien, FPI, pour lutter contre la dictature du PDCI, le parti unique créé par Houphouët et pour le multipartisme. La même année, alors qu'il est considéré par le pouvoir comme le principal responsable du complot des enseignants, il part en exil volontaire en France. Il est hébergé à droite et à gauche dans des appartements de la banlieue sud de Paris. C'était un vrai opposant. Il acceptait même de dormir par terre, raconte Sylvain Mayer, son avocat à l'époque. Gbagbo partage alors son temps entre la rédaction du programme de gouvernement du FPI et sa guitare, un exercice où il développe ses indéniables qualités musicales d'auteur-interprète. Mais Houphouët commence à trouver que son remuant opposant serait beaucoup moins encombrant à Abidjan qu'à Paris, où il commence à avoir ses entrées dans certains cercles politiques de gauche. Fortement pressé de rentrer au pays, il s'exécute en 1988. L'arbre ne se fâche pas contre l'oiseau, lance alors magnanime le président ivoirien. Avec une vingtaine de militants, dont Simone, son épouse, et Louis Dakouri Tablet, le Woody de Mama, le garçon de Mama, disparaît quelques jours en brousse pour tenir le congrès constitutif du FPI.
Il connaît toutes les pistes comme sa poche à force de les avoir sillonnées, témoigne un de ses amis. En 1990, Houphouët a accepté enfin de légaliser les partis politiques. Gbagbo en profite aussitôt pour se porter candidat à la présidentielle contre le vieux sous l'étiquette du FPI. Sylvain Mayer raconte, Laurent était revenu à Paris. Des sondages officieux lui donnaient la majorité. Un jour nous avons rendez-vous, lui, Louis Dacoury-Tablet, et moi au Café de Flore avec la secrétaire de François Mitterrand. Ensuite, je me rends seul à l'Élysée, dans le petit bureau avec rideau situé dans l'aile de la résidence présidentielle. J'ai su plus tard que François Mitterrand était derrière le rideau. Le président savait que le FPI possédait certains documents sur les activités supposées de son fils Jean-Christophe en Côte d'Ivoire. Il voulait s'assurer que nous n'en ferions pas état. Au retour à mon cabinet, poursuit l'avocat, le téléphone sonne. Au bout du fil, la secrétaire de Mitterrand. Pourriez-vous demander à Laurent s'il accepterait d'être président de l'Assemblée nationale ivoirienne ? Me demande-t-elle. Je transmets la question. Il réfléchit. Ses yeux roulent dans ses orbites et il me réplique : oui, mais à condition qu'on inverse les élections et qu'on fasse les législatives avant la présidentielle. Je transmets la réponse à la secrétaire. Dites à Laurent qu'il n'en est pas question. Dites-lui aussi qu'il aura un groupe de 9 parlementaires et qu'il fera 18% des voix à la présidentielle. Seul candidat à se présenter contre Houphouët, Gbagbo obtient quelques semaines plus tard 18,3% de suffrages à la présidentielle et 9 sièges de députés. Il est lui-même élu à Ouragayo, la circonscription de Mama. Le 18 février 1992, à l'appel du FPI, de syndicats et de mouvements de défense des droits de l'homme, une gigantesque marche organisée pour protester contre l'impunité, déjà, et violemment réprimée. Gbagbo et son épouse Simone sont arrêtés. Les marcheurs réclament des sanctions contre Robert Gueye, chef d'état-major de l'armée, qui 9 mois plus tôt, a envoyé ses commandos de la force d'intervention rapide paracommando FIRPAC faire une descente nocturne musclée sur la cité universitaire de Yopougon, à Abidjan. Les violences et les viols commis cette nuit-là par les militaires sont dénoncés par une commission d'enquête. Houphouët, en prenant connaissance des conclusions accablantes pour Gueye, annonce qu'il ne prendra aucune sanction. Quand un couteau vous blesse, est-ce que vous le jetez ? Je suis le chef des armées. Je ne vais pas mettre mon armée contre moi, se justifie-t-il. Le 18 février, en début d'après-midi, le Premier ministre Alassane Ouattara anime une conférence de presse. Ce matin, vous avez assisté à une manifestation qui a dégénéré en acte de vandalisme, de violence, de casse, d'incendie, dit-il aux journalistes. Alors, face à une telle situation et dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées dont le secrétaire général du FPI, Gbagbo. La procédure judiciaire suit son cours. La veille, il a fait signer au chef de l'État une ordonnance anti-casseurs. Ce jour-là, c'est un général de gendarmerie qui a sauvé la vie de Gbagbo et l'a planqué, raconte Sylvain Mayer. Sinon, il aurait reçu une balle dans la tête. C'était une machination. La loi anti-casseurs avait été rédigée dans le Concorde, qui ramenait Ouattara de France. On a accusé Laurent d'avoir brûlé des bagnoles près du palais de justice. Mais nous avons pu prouver que c'étaient des provocateurs payés par la police, qui figuraient sur les photos. Le président du tribunal l'a admis. Un jour, l'un des 3 magistrats s'est levé de son siège et il n'est jamais revenu à l'audience. Si bien que la relaxe n'a jamais pu être prononcée. Après quelques semaines de prison à Yopougon, le couple Gbagbo a pu retrouver la liberté. Au milieu des années 90, on retrouve Laurent Gbagbo filant le parfait amour avec le tout nouveau RDR, le parti de Ouattara. On assiste à de charmantes scènes champêtres où des militants des 2 formations se font photographier avec des pancartes à l'effigie de Laurent et d'Alassane. C'est l'époque du Front républicain, du TSB, tout sauf Bédier. Le coup d'État de décembre 1999, qui porte Gueye au pouvoir, change un peu la donne. D'abord, les 2 partis se retrouvent au sein du gouvernement d'union nationale formé par le général putschiste. Mais très vite, Gbagbo pique une colère contre la surreprésentation du parti de Ouattara. Ses ministres menacent de démissionner, mais pas pour longtemps. En mai 2000, c'est la crise ouverte avec le RDR.
brutalement débarqué du gouvernement présidé par Gueye. C'est la période du TSO, tout sauf Ouattara, qui va être éliminé de la compétition présidentielle, prévue en octobre, par la Cour suprême pour nationalité ivoirienne douteuse. Malgré les conseils de certains de ses amis qui lui recommandent de boycotter le scrutin, Laurent Gbagbo décide de partir seul à l'abordage du général. Le 22 octobre, les Ivoiriens sont invités à choisir entre 5 candidats, le chef du FPI, le président autoproclamé et 3 figurants appartenant à de petites formations politiques. Gueye, sentant le désastre proche, se proclame vainqueur. Le 24 octobre, Gbagbo demande à ses partisans de descendre dans la rue. Patrick, un Français, raconte « J'ai vu une véritable marée humaine descendre dans les rues. Les gens voulaient se débarrasser de Gueye. Au début, ils manifestaient dans une ambiance bon enfant. Les jeunes jouaient du tam-tam. C'était la fête. Et puis, ils se sont retrouvés face à l'armée. Les militaires ont d'abord tiré en l'air. Ils ont pourchassé des manifestants isolés. Une jeune fille, coincée dans une cour, a été violée. Ils l'ont ensuite contraint à ressortir dans la rue en criant « Gueye est le meilleur ». La tension montait. Ils ont visé à hauteur d'homme. Les gens ont eu un mouvement de recul. Des voix ont entonné l'hymne national. La foule s'est mise à avancer sous les balles. Ce jour-là, j'ai vraiment compris que Gbagbo bénéficiait d'un important soutien populaire. La gendarmerie, qui prête main forte au chef du FPI, contraint finalement Gueye à réviser ses résultats. Avec 59,4% des voix contre 32,7% à Gueye et une participation de 37%, Gbagbo est proclamé vainqueur. Le lendemain 25 octobre, ce sont les militants du RDR qui descendent à leur tour dans la rue pour exiger la reprise d'un scrutin qui serait, cette fois, ouvert à Ouattara. 2 nouveaux jours de manifestations et de répression. Bilan de ces 3 journées, 300 morts. Dont 57 retrouvés dans un charnier à Yopougon dans la banlieue d'Abidjan. La découverte de ces corps entassés à ciel ouvert dans un coin de forêt est annoncée à la télé et à la radio au moment où Gbagbo prête serment. 8 gendarmes, soupçonnés d'être impliqués dans ce massacre, sont traduits devant la justice militaire et acquittés en août 2001, malgré les réquisitions du commissaire du gouvernement qui a requis la perpétuité. Le tribunal se réfugie dans le manque de preuves. Instruction insuffisante, absence d'expertise des balles ayant tué les victimes, défection de témoins qui craignent pour leur vie, mais aussi présence parmi les 57 cadavres de morts par noyade ou à l'arme blanche. Début décembre, le nouveau président Laurent Gbagbo décrète l'état d'urgence après de nouvelles manifestations du RDR et impose un couvre-feu. Le FPI remporte les élections législatives du 10 décembre avec 91 sièges contre 70 au PDCI. Le parti d'Alassane Ouattara a boycotté le scrutin. Du 9 octobre au 18 décembre 2001, un happening de 10 semaines, appelé Forum de réconciliation nationale et présidé par Sédou Diarra, réunit tous les responsables politiques y compris Alassane Ouattara, de retour de Paris, et Robert Gueye, qui a accepté de quitter quelques heures le village de l'Ouest où il s'est retranché. Tout le monde expose ses griefs et ses rancunes, mais ce grand déballage public ne vide pas toutes les querelles même s'il reconnaît la nationalité ivoirienne d'Alassane Ouattara, ainsi que la légitimité du gouvernement de Laurent Gbagbo. Deuxième mousquetaire a suscité la colère des abeilles de Yamoussoukro, Robert Gueye, assassiné le 19 septembre 2002, à l'âge de 61 ans. Né dans un village de l'Ouest ivoirien, ce militaire, formé aux grandes écoles françaises, Saint-Cyr Coëtquidan et Saint-Mexan, a dû attendre la cinquantaine pour atteindre la consécration. Jusqu'en 1990, le seul titre de gloire de Gueye, masque en Yakuba, son ethnie d'origine, est d'avoir dirigé les sapeurs-pompiers d'Abidjan. Un poste où il s'est signalé en mettant à la disposition de son épouse, Rose Doudou, en campagne pour des municipales, des véhicules de fonction de la caserne. Ce qui lui aurait valu une mutation à Korogo, à l'extrême nord du pays, le poste le plus éloigné qu'on ait trouvé pour ce militaire peu sourcilleux. Mais son heure va sonner en 1990. Oufouette a besoin d'un homme à poigne pour calmer des recrues qui réclament leur solde. Il parvient à mater la mutinerie, ce qui lui vaut la reconnaissance du vieux qui le nomme en juin 1990 chef d'état-major des Fanchi, Forces armées nationales de Côte d'Ivoire. Il se dote d'une force de frappe,
la FIRPAC, qui prend l'habitude de faire des descentes sur les campus et de réprimer les manifestations du FPI alors que Ouattara est Premier ministre. À la mort d'Houphouët, il survit à son poste, bien que Bédier ne le porte pas dans son cœur. En 1995, il quitte en voiture le camp militaire d'Akwedo quand il est arrêté. Il sort son arme de service, et après un face-à-face tendu, il accepte de se rendre. Ceux qui l'ont trahi l'accusent de préparer un coup d'État. Son procès se perd dans les limbes de la justice ivoirienne. On le retrouve en décembre 1999. Encore une affaire de soldats mal payés qui réclament leur dû. Mais cette fois Gueye n'est pas du côté des pompiers mais des pyromanes. Nommé à la tête d'un comité de salut public, CSP, où il est encadré par le général Mathias Doué, l'actuel chef d'état-major de Gbagbo, et par le général Palinfo, ex-ministre de Ouattara, il est surnommé le balayeur parce qu'il a promis de nettoyer le pays, ou encore le Père Noël en treillis parce qu'il est arrivé un 24 décembre. Pendant 10 mois, il tente de naviguer entre les écueils RDR et FPI, dans une atmosphère de règlement de compte avec certains sergents et caporaux qui l'ont porté au pouvoir. Jusqu'à sa candidature malheureuse à la présidentielle 2000. Quand il quitte le pouvoir sous la pression de la rue, le climat du pays est définitivement empoisonné. Et le pompier balayeur laisse derrière lui quelques bombes à retardement comme ses contingents de soldats, les zinzins et les baefoués, recrutés par ses soins, qui serviront ensuite de détonateurs à la déflagration du 19 septembre. Quelques semaines avant sa mort. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.